Nous allons passer au prochain conférencier, M. Sylvain Trépanier. Sylvain a été chercheur au Consortium de recherche en exploration minérale entre 2004 et 2012. Il y a d'ailleurs contribué d'une façon qu'on peut considérer comme gigantesque. Il est maintenant, j'ai de la misère à le dire, géologue de recherche chez Mines Virginia. Depuis septembre 2012, il détient une maîtrise. Depuis septembre 2012, point. Il détient une maîtrise en sciences de la Terre et un baccalauréat en géologie, un baccalauréat en informatique et génie logiciel à l'UQAM. Aujourd'hui, il nous présente sa conférence de nouveaux outils pour le traitement litho-géochimique de l'altération. Sylvain. Merci beaucoup, Réal. Bonjour à tous. Donc, dans cette présentation-là, on va donc parler de deux outils de traitement des données litho-géochimiques qui ont été développés au Consorem durant les dernières années. En fait, le premier outil est nouveau, mais date quand même de 2009 au niveau du Consorem. La norme lithomodulaire, par exemple, le deuxième outil, est beaucoup plus récent, donc ça vient d'être développé. Le bilan de masse par modélisation des précurseurs date de 2009. D'abord, on va faire une petite introduction sur les bilans de masse. Qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que la méthode des bilans de masse, c'est une méthode qui a été développée déjà dans les années 60 par les travaux de Greizens, et également qui a été améliorée par d'autres auteurs, particulièrement par Grant, qui nous a montré une méthode graphique pour calculer les bilans de masse, qui est très, très utile et très visuelle dans les années 80. Si on résume les bilans de masse, l'objectif, c'est vraiment de calculer des changements chimiques, également des changements physiques, des changements qui peuvent être de volume et de masse, lors d'un processus de transfert de matière. Par exemple, qui nous intéresse ici, l'altération hydrothermale, mais ça peut être n'importe quel processus de transfert de matière qui peut être étudié par les bilans de masse, donc à partir des analyses chimiques. Et la principale difficulté des bilans de masse, en fait, c'est qu'il faut connaître, dans le cas de l'altération, en fait, il faut connaître la composition du précurseur. Le précurseur étant l'équivalent non altéré d'une roche altérée pour laquelle on voudrait calculer des bilans de masse. Et ce qui est difficile. Donc, la principale difficulté, en fait, des bilans de masse, et ce qui fait qu'en fait, en exploration, quand on fait le tour un peu de ce qui se fait dans les entreprises au niveau du traitement de la lithogéochimie pour l'altération, on fait quand même relativement peu de bilans de masse. C'est principalement à cause de cette difficulté-là d'aller chercher le bon précurseur pour notre roche. Souvent, les calculs de bilan de masse vont se faire beaucoup plus dans des études qui sont au niveau un peu plus académique. On va prendre une coulée dans un gisement qu'on connaît très bien la stratigraphie, on connaît très bien la géologie ou un intrusif d'une composition assez constante. Mais on sait que les roches ignées sont un système, en fait, sont des systèmes, pour les roches ignées silicatées, qui sont la grande majorité, qui sont relativement restreints au niveau minéralogique et chimique. Donc, la composition d'une roche ignée, on sait que ce n'est pas n'importe quoi. C'est déterminé, en fait, par la minéralogie et par toute une série de règles de pétrographie ignée qui vont nous déterminer. La question qu'on peut se poser, c'est qu'on ne pourrait pas trouver une façon, en fait, d'estimer la composition de notre précurseur en élément mobile d'une roche ignée, même si elle est altérée. On ne pourrait pas trouver un moyen, finalement, de retourner à notre équivalent non altéré, mais à partir de règles. Et évidemment, quand un présentateur pose une question comme ça, la réponse arrive toujours après. Oui, en fait, il y a une méthode qui permet de faire ça, c'est justement le bilan de masse par modélisation des précurseurs qui a été développé au Consorem. Donc, quel est cet animal qui est le bilan de masse par modélisation des précurseurs? Le principe est de vraiment prédire la composition en éléments majeurs et en zirconium du précurseur d'une roche ignée subalcaline dans un premier temps et qui serait potentiellement altérée. Elle peut ne pas être altérée, évidemment. Et le nerf de la guerre, le nerf de la méthode, en fait, c'est qu'on va prendre des ratios des éléments qui sont normalement peu mobiles dans les systèmes hydrothermaux. Exemple d'éléments qui sont normalement peu mobiles dans la plupart des systèmes hydrothermaux sont par exemple le zirconium, l'aluminium. Et on prend des ratios de ces éléments-là. Pourquoi prendre des ratios? Parce qu'évidemment, ces éléments-là, même s'ils sont immobiles durant les altérations, ils peuvent être soit dilués ou augmentés par les changements de masse globaux d'une roche, mais les ratios de ces éléments-là vont rester constants durant l'altération. Et d'ailleurs, ce principe simple-là est à la base du diagramme Winchester et Floyd, zirconium, titane, niobium, yttrium, qui est un diagramme qui est très utilisé en exploration pour classifier les roches quand il y a de l'altération. Winchester et Floyd ont justement proposé ce diagramme-là avec des ratios d'éléments immobiles pour cette même raison-là. Donc, l'idée, c'est qu'on veut finalement trouver un précurseur qui est modélisé. Et comment on fait cette modélisation-là? Évidemment, il faut avoir des étalons qui vont nous déterminer comment on fait la prédiction des éléments majeurs potentiellement mobiles à partir des ratios d'éléments immobiles. Donc, la prédiction a été calibrée sur une banque de roches ignées fraîches qu'on a compilées de différentes compositions, affinités, contextes et âges. Donc, on a essayé de prendre vraiment tout ce qui pouvait exister en termes de roches volcaniques possibles dans autant les contextes de rift, les contextes d'îles en arc, d'îles océaniques, etc.
Donc, il vient de GeoRock, qui est une excellente compilation de données de grande qualité qui vient de la littérature. Donc, il y avait plusieurs échantillons là-dedans, milliers d'échantillons là-dedans. Et l'idée, c'est que la calibration, on l'a fait par un système qui s'appelle les réseaux de neurones, dans lequel je ne montrerai pas plus de détails, mais qui permet en fait de modéliser des relations mathématiques complexes. Évidemment, une fois après qu'on a le précurseur modélisé par les ratios d'éléments immobiles, mais après, c'est très, très facile de calculer les bilans de masse. Tout ce qu'on a à faire, c'est de choisir deux éléments, par exemple, qui sont moniteurs des changements de masse. Ici, nous, on prend le zirconium et le titane, et on peut calculer les bilans de masse automatiquement par la suite. Il y a différents modèles de calcul des bilans de masse par modélisation des précurseurs qui dépendent en fait des éléments qui sont disponibles dans la banque de données. Donc, le modèle de base à 3 éléments, aluminium, titane, zirconium, qui vous donne une certaine précision, et la Cadillac à 5 éléments, aluminium, titane, zirconium, chrome et yttrium, qui vous donne la meilleure précision en termes de détermination du précurseur. Donc, voici un exemple ici d'une modélisation. En fait, ça, c'est pour la banque de référence de Roche-Fraîche que je vous mentionnais tout à l'heure. Vous avez ici les valeurs en silice. En X, les valeurs silice prédites par les réseaux de neurones, par les bilans de masse, par modélisation des précurseurs, versus la valeur analysée réelle qui revient du laboratoire. Donc, je vous rappelle donc que la valeur prédite est calculée simplement à partir des ratios d'éléments immobiles. Et vous voyez la relation entre les deux, entre la valeur prédite et analysée, avec l'incertitude que vous voyez autour de la courbe, qui vous indique un peu la limite de la méthode. Donc, la prédiction est quand même bonne, mais il y a une certaine incertitude. La corrélation est de 0,93 pour cette banque de données-là. Si on regarde maintenant pour d'autres éléments, avec le modèle à 5 éléments immobiles, vous avez un peu ici les corrélations. Donc, la plupart des corrélations sont supérieures à 0,89, sauf pour le sodium où on a un peu plus de difficultés, mais en général, on a donc des très, très bonnes modélisations pour des roches fraîches. Donc, comment c'est mis en œuvre? Bien, en fait, cet outil-là est mis en œuvre dans un logiciel qui s'appelle LithoModeler. Vous avez ici l'écran qui vous permet de calculer les bilans de masse. Donc, c'est très simple. Vous avez à choisir en haut vos éléments immobiles. Et par la suite, quel bilan de masse vous voulez calculer. On appuie sur OK. Et on calcule le précurseur, les changements de masse de différentes façons, soit de façon absolue, en grammes par 100 grammes de précurseur, et les bilans de masse relatifs en pourcentage. Donc, on va faire un exemple d'application, en fait, un exemple d'application qui va servir également pour la norme par la suite. C'est le gisement de Brace-McLeod qui est situé en Abitibi, dans la région de Matagami, donc au sud de Matagami, un gisement qui va être bientôt en exploitation. Donc, c'est donc un VMS à zinc cuivre avec les dernières données sur les réserves et teneurs qui sont marquées. Donc, ici, j'ai pris une section, en fait, une section de la zone Brace-Mac, du gisement de Brace-McLeod. Donc, on regarde un peu la géologie pour commencer. La minéralisation à Brace-Mac, contrairement à la plupart des autres SMB à Matagami, se trouve sur plusieurs horizons stratigraphiques. Donc, le plus important est au niveau de la tuffite clé. La tuffite clé qui se trouve ici, au contact supérieur de la rhyolite de Watson, qui est en jaune foncé, et la rhyolite de Brace-Mac, qui est en jaune pâle. Mais également, comme je le mentionnais, il y a d'autres horizons minéralisés, plus haut dans la stratigraphie, donc dans les andésites et basaltes du Wabassi. Et sur cette section-là, vous avez également différentes teneurs intersectées. Et ce que je voudrais faire remarquer, c'est que dans la principale zone minéralisée, qui est celle-ci, les teneurs en zinc sont un peu plus élevées vers la surface et les teneurs en cuivre augmentent vers la profondeur. Même si ça reste toujours très riche en zinc, on devient plus riche en cuivre vers la profondeur. Et les différents points que vous voyez sont les échantillons lithogéochimiques qu'on a utilisés. On a calculé les bilans de masse sur ces échantillons-là. Donc, voici les résultats de deux éléments, donc le bilan de masse en fer, le bilan de masse en fer et le bilan de masse en magnésium. La première chose qu'on peut voir d'abord, c'est que la principale zone minéralisée est associée à la plus grande altération, autant en fer qu'en magnésium. Donc, la zone d'altération ici en fer, en magnésium, avec beaucoup moins d'altération dans les niveaux supérieurs, ce qui correspond au fait que le système hydrothermal a déposé plus de sulfure et a fait également plus d'altération dans la partie du bas du système. Ce qui est également intéressant de constater, c'est qu'il y a une dichotomie, en fait, une variation au niveau du fer et du magnésium. Donc, les plus gros changements de masse en magnésium se trouvent vers la profondeur de la zone qui est ici, et alors que les plus grands changements de masse en fer se trouvent plutôt vers le sommet. Et ça correspond également au changement dans
la minéralogie ou les teneurs en métaux du sulfure massif que je vous mentionnais tout à l'heure, avec les teneurs plus riches en zinc vers le haut, les teneurs plus riches relativement un peu plus riches en cuivre vers le fond. Ce qui nous indique en fait qu'on voit très bien par les bilans de masse que la plus grosse activité hydrothermale s'est passée en profondeur ici. Donc, et dans la zone qui correspond à la zone à cuivre, et ce qui correspond également au modèle des SMV. Et finalement, ce qu'on peut également constater là-dessus, c'est qu'il y a une certaine, altération au toit. Vous voyez que, contrairement à ce qu'on a souvent au SMV, l'altération n'est pas seulement limitée au footwall de la minéralisation, mais également au toit, en haut, ce qui nous donne un peu une idée d'une espèce de caractère peut-être potentiellement épigénétique d'une partie de la minéralisation. On peut également regarder les bilans de masse en termes XY, en graphique. Donc ici, vous avez les bilans de masse seulement pour les rhyolites de la section. Et vous avez ici donc les gains de masse en silice et les gains de masse en magnésium. Donc vous voyez que l'ensemble a des gains de masse en magnésium, ce qui montre une chloritisation. Mais il y a également quelque chose d'intéressant, c'est qu'on voit certains échantillons qui montrent des gains en silice, donc potentiellement en quartz, alors que d'autres montrent en fait du lessivage en silice. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement bien connu à Matagami. Ça a été étudié en fait sur le flanc ouest de Matagami au gisement de Phelps Dodge. Ça correspond en fait à une progression d'altération entre ce qui est frais, qui est au centre, qui est ici, donc aucun changement de masse, vers les altérations à quartz chlorite, qui sont les premiers stades d'altération, et ensuite, finalement, l'altération la plus intense, le lessivage de la chlorite pour former des chloritites à la fin, ou les zones natales également qui peuvent arriver. Donc, ce qu'on voit, en fait, au gisement de Brace-McMcLeod, l'espèce de forme en crochet qu'on voit comme ça, est typique de Matagami. On peut voir les mêmes choses sur les bilans de masse. Donc, si on a à dire un peu à quoi ça devrait servir les bilans de masse par modélisation des précurseurs, l'avertissement, il faut toujours penser que c'est une approximation d'un précurseur d'une roche subalcaline, qui ne veut pas être exact, mais qui est quand même pas trop mal. Également, ce que je voudrais dire, c'est que ça doit être utilisé dans le cas où on a de la difficulté à trouver le précurseur pour différentes raisons, soit parce que la géologie est mal connue, soit parce qu'on est en contexte d'exploration régionale, par exemple. Mais ça ne devrait pas remplacer, en fait, cette méthode-là ne devrait pas remplacer les calculs des bilans de masse classiques par précurseur unique, dans le cas où on a un très, très bon contrôle sur notre géologie et nos unités. Donc ça, c'était la première méthode. Maintenant, on va regarder la deuxième, qui est la norme lithomodulaire. Je rappelle un peu ce que c'est la norme. Donc, la norme, c'est le calcul des minéraux qui devraient normalement, et ça tombe bien en français que ce soit comme ça, normalement apparaître dans une roche à partir d'une analyse chimique des éléments majeurs. Quand on dit normalement, évidemment, c'est qu'il existe des normes, différents types de normes, et on doit utiliser la bonne norme pour la bonne roche qu'on a. Si on utilise la mauvaise, on a les mauvais résultats. Donc, la norme la plus connue sur laquelle les étudiants en pétrologie au bac suent souvent, parce que les profs leur font calculer la norme à la main, c'est la norme CIPW, que plusieurs connaissent, donc la norme pour les roches ignées sans volatiles. Maintenant, la norme qui a été développée au Consorem, c'est une norme qui s'applique pour les roches métamorphiques, avec 3 possibilités de faciès métamorphiques sur lesquelles je vais revenir par la suite. D'abord, le faciès schistosphère moyen, le faciès schistosphère supérieur et amphibolite moyen. Et la norme, donc Consorem, lithomodulaire, se démarque de la plupart des normes antérieures par 2 choses différentes. D'abord, l'utilisation de tétraèdres métamorphiques, que vous allez voir par la suite. Un tétraèdre, évidemment, par niveau métamorphique. Et le calcul de proportions minérales par des systèmes d'équations linéaires, donc par des matrices. Donc, voici les différents faciès métamorphiques de la norme. Vous avez l'étoile qui correspond au faciès schistosphère moyen, le carré vert ici, qui est le schistosphère supérieur, et l'amphibolite. Donc, à chaque, évidemment, condition, pression, température, qui sont les 3 possibilités, on a une série de diagrammes ternaires et binaires qui ont été utilisés pour construire la norme. Donc, vous avez ici un exemple de tous les diagrammes ternaires et binaires, c'est tous des ternaires, en fait, qui ont été utilisés pour bâtir la norme amphibolite. Donc, vous avez différents trucs là-dedans, je ne vais pas passer en détail. Pour finalement construire les fameux tétraèdres métamorphiques que je vous mentionnais, donc celui en haut à gauche pour le schistosphère moyen, schistosphère supérieur en haut à droite, et amphibolite en bas. Donc, vous voyez qu'au schistosphère, c'était simple, au schistosphère supérieur, ça se compliquait, puis à l'amphibolite, ça devenait assez infernal. Donc, évidemment, il a fallu que ça soit fait dans un modèle 3D juste pour construire les lignes. Ça s'arrachait les yeux. Vous voyez la séquence de calcul maintenant pour la norme. C'est la séquence de calcul ici avec le CO2 normatif. Il y a également une séquence de calcul avec le CO2 quand le CO2 est connu. Donc, l'idée, c'est que, tout à fait comme dans la norme normate qui était calculée par Pichet et Gébrac, en fait, l'idée de calcul du CO2 normatif est exactement la même. Donc, il n'y a aucune innovation dans ce point-là. Mais l'idée, c'est de faire un calcul itératif à partir de la perte au feu
pour évaluer finalement combien de CO2 on a versus combien d'eau. À partir de la perte au feu, pour évaluer finalement combien de CO2 on a versus combien d'eau on a. Donc, la séquence du calcul, si on la regarde très, très rapidement, on commence par, bon, évidemment, tout changer en mol, calculer ce qu'on peut calculer facilement, les sulfures, les carbonates, les oxydes, le numéro de Mg. Et la partie importante, c'est celle-ci. Donc, on doit aller sur notre diagramme métamorphique, aller voir où on est, dans quel petit tétraèdre on est dans le grand, calculer les 4 minéraux. Et finalement, on fait ici une étape supplémentaire où on va, à partir du numéro de Mg ou du rapport potassium sur sodium, dans le cas du schiste vert, on doit changer un peu les minéraux pour faire en sorte d'avoir des assemblages plus réels, parce que dans certains cas, les minéraux, par exemple, comme la storotide, vont être seulement dans des compositions ferrifères. La quartzite va seulement être des compositions magnésiennes. Donc, on ajuste notre assemblage à ce moment-là pour que ce soit plus réel. On calcule avec la silice restante. Si on en manque, on doit détruire des minéraux. Si il nous en reste, on fait du quartz. On arrive au bout et là, on compare la perte au feu de la roche avec ce qu'on a comme volatile dans les minéraux normatifs. Et si on n'arrive pas, on fait un autre boucle et on revient comme ça jusqu'à ce que ça fonctionne. Et à la fin, on peut calculer différents trucs, les minéraux en poids, la densité, les indices d'altération. La méthode de calcul est toujours dans un logiciel, donc dans le logiciel biomodulaire. C'est relativement simple. On choisit notre niveau métamorphique, le type de calcul du CO2, si on va avoir la sortie en poids ou en mol, le calcul du fer, Fe2, Fe3, si on ne l'a pas, on doit le fixer, et c'est tout. Donc, c'est quand même relativement simple également. Dans la norme, qu'est-ce qu'on a comme calcul? Donc, évidemment, l'assemblage métamorphique calculé dans le tétraèdre, tous les minéraux métamorphiques, le CO2 et l'H2O normatif, dans le cas où on n'a pas le CO2 normatif, différents indices d'altération et la densité. Donc, il y a des indices d'altération pour chacune des normes, chacun des niveaux métamorphiques. Ici, je présente certains indices d'altération pour le schiste vert moyen. Je ne vais pas les passer au complet, mais vous avez les formules qui apparaissent à l'écran. Également, il y a des indices d'altération qui ont été développés pour les contextes orogéniques, où on va mettre l'accent sur les carbonates et également sur les chlorites et séricites qui se forment durant la carbonatation. Une question qu'on se pose quand on voit des calculs de minéraux normatifs, c'est est-ce que ça représente la réalité? On a quand même essayé de faire plusieurs tests pour vraiment vérifier, à savoir si les minéraux normatifs qu'on a correspondent à ce qu'on voit en réalité. Ici, vous avez une banque de données en fait qui vient de Snow Lake, au Manitoba, la ceinture de Flin Flon, les travaux d'Alan Gallet et Al de la Commission géologique, où on avait dans ces analyses, c'est relativement rare de trouver ça, on avait des analyses couplées où on a la diffraction X et les analyses de majeures pour tous les échantillons dans une banque de données. Donc, c'est parfait. Ce qu'on a fait avec cette banque de données-là, c'est donc de calculer les minéraux normatifs et de voir ce qui a été trouvé à la diffraction X sur tous ces échantillons-là. Vous avez ici les relations pour ici 2 minéraux, donc la chlorite et l'épidote. Donc, la chlorite calculée par la norme en Y versus la chlorite trouvée par diffraction X. Et vous voyez, les relations linéaires sont quand même assez intéressantes, donc des bonnes corrélations. Ici, vous avez pour les amphiboles, donc ici la somme des amphiboles calciques et les amphiboles trouvés en diffraction X et les plagioclases. Donc, on a quand même, ça c'est un test, mais on a fait également d'autres tests pour les autres niveaux métamorphiques. Et en général, sauf que quelques exceptions, une exception étant par exemple les roches ultramafiques carbonatisées qui nous ont causé des maux de tête, qui nous causent encore des maux de tête, mais pour l'ensemble des autres roches, ça fonctionne relativement bien. Également, il y a en exploration, dans les entreprises, Normat a beaucoup été utilisé. C'est un outil qui a été, dans les SMV en particulier, on s'est demandé un peu comment les indices d'altération qu'on calculait se reliaient avec ceux de Normat. Mais il y a des similitudes qui apparaissent. Par exemple, l'indice IFRE de Normat, qui représente le lessivage volcanogène des roches, a une bonne relation avec l'altération en phyllosilicate. Également, l'indice IPAF, qui calcule la carbonatation dans Normat, on a un indice qui ressemble un peu également à ce type d'indice. Ici, vous voyez, toujours pour l'exemple de Brace McLeod, cette fois-ci, on va regarder les minéraux normatifs, donc toujours la même section avec les minéralisations. Et lui, à gauche, vous avez ici l'altération en chlorite, donc avec ce qui est en vert, qui est la chloritisation intense, et l'altération en séricite à droite. Et ce qu'on voit, c'est que la minéralogie normative, en fait, se conforte très bien avec ce qu'on connaît la zonation des altérations hydrothermales dans les systèmes SMV, où la chlorite est associée au centre du système hydrothermal, ici centré sur la lentille, mais particulièrement sur la lentille riche en cuivre, qui est la plus profonde, donc qui converge avec les bilans de masse que je mentionnais tantôt, où on avait les plus grandes
les plus grands ajouts en magnésium. Et vous voyez l'altération en séricite qui se trouve vraiment à la périphérie de l'altération en chlorite, ce qui, encore une fois, convient avec le modèle SMB des altérations avec les zonations typiques qu'on trouve. Ici, j'ai compilé un tableau, en fait, sur lequel je ne vais pas passer en détail, mais qui restera pour la postérité. En fait, c'est les choix que j'appelle les choix du capitaine. Dans les deux méthodes, quels sont pour différents types d'altérations, quelle est la meilleure méthode, selon moi, en termes de soit la norme, soit les bilans de masse, selon ce qu'on cherche. Les bilans de masse sont meilleurs pour certaines choses, la norme meilleure pour certaines autres choses. Donc, en combinant les deux, on peut faire à peu près tous les types d'altérations. Il faut juste savoir pour quel élément regarder et quelle altération regarder. Les deux, donc, je l'ai mentionné, mais les deux méthodes que j'ai présentées sont dans un logiciel qui s'appelle Lithomodeler. Vous avez ici une capture d'écran du logiciel qui, outre ces deux méthodes-là, contient également plus d'une centaine de diagrammes et indices d'altération de pétrogenèse, autant des diagrammes binaires, ternaires, arachnides, intégration géométrique sur MapInfo. Vous avez à droite, par exemple, un diagramme avec la fenêtre MapInfo qui est ouverte. Lithomodeler est disponible aux organisations qui sont membres du consortium, pour l'instant seulement, mais il y a des possibilités au niveau de la commercialisation de Lithomodeler qui sont en examen actuellement par le comité de gestion et d'administration du consortium. Donc voilà, remerciements. Je remercie Xstrata pour les données géochimiques, le comité de gestion et mes ex-collègues du consortium pour toutes les améliorations à la norme et au bilan de masse. Également Yushi de Xstrata pour les calculs des sulfures dans la norme. Des améliorations qui m'ont été proposées, qui ont été très utiles. Voilà. Merci Sylvain. On n'a pas le temps pour les questions.